Getty, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. À l'occasion du débat des chefs fédéraux en français mercredi dernier, nous avons eu la chance d'animer une émission spéciale en direct avec deux invités de marque. Maintenant, nous vous présentons les meilleurs moments de nos diffusions pré- et post-débat dans cette émission récapitulative. Nos invités en studio étaient le grand chef de la nation Atikamekw, Constant Awashish, et la chroniqueuse, commentatrice et militante CRI, Maïté Labrec-Saganache. Commençons avec ce que nos invités croyaient de la campagne électorale jusqu'à maintenant. Parlons maintenant politique. On commence notre émission pré-débat. Grand chef Awashish, on commence avec vous. Moins de 2 semaines avant les élections, la campagne électorale a été très courte. Pour vous, qu'est-ce qui a attiré votre attention? Bien, je pense le fait, là, je pense qu'on est dans un contexte quand même particulier là, de voir là, des élections qui ont commencé il n'y a pas très longtemps. De voir également que M. Carney là, a pris la place de Justin Trudeau, ça a amené un nouveau souffle au Parti libéral. On observe ça très attentivement du côté des leaders des Premières Nations. On est nerveux. Hein? On est nerveux avec tout ce qui s'en vient, mais tout ce qu'on a entendu également. On est nerveux également que les paliers gouvernements sont énormément endettés. Est-ce que ça va affecter les programmes chez les Premières Nations? C'est des questions qu'on se pose à tous les jours. Maintenant, je sais que c'est une campagne électorale. Je sais qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites. Est-ce que ça va se traduire concrètement dans le futur? Seulement le futur pourra nous le dire. Maïté, moment fort de la campagne pour toi? Moi, je pense que ça a été vraiment l'appel à l'unification des Canadiens, puis un peu le narratif et le patriotisme canadien nous a un peu été un peu forcé, je pense. Imposé, oui, exactement, comme si nous devions sauver les valeurs progressistes canadiennes, la démocratie canadienne qui, on le sait, a fait des dommages dans nos nations, puis encore aujourd'hui. Là. Donc, je pense que c'est cette trame narrative qui cloche un peu. Puis moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Mais aussi dans toutes les propositions des partis, des différents partis sur rapatrier en fait les chaînes de production sur les ressources, parce que bon, on appelle les Canadiens à être fiers des Canadiens, à être fiers mais le Canada, c'est quoi en somme? C'est de l'extraction massive de ressources. Ça a toujours été la prémisse du Canada. Donc ça va beaucoup à l'encontre de nos valeurs. Puis je pense qu'il va falloir être attentif sur ces questions-là. C'est intéressant parce qu'on dit souvent que les peuples autochtones ne sont peut-être pas apportés à voter, en particulier pour le fédéral, parce que le Canada... Mais là, cette année, ça a vraiment été l'appel à vouloir être Canadien, à pousser ce désir-là de se considérer un pays. Est-ce que vous avez vu ça dans vos nations aussi? Est-ce que ça s'est traduit chez vous? On en parle. J'entends les gens en parler également. Je sais qu'il y a la question pour les Autochtones de voter ou ne pas voter. Je pense que le débat est plus flagrant au niveau provincial, mais au niveau fédéral, il y a quand même, c'est quand même partagé. J'ai quand même eu des bons débats avec certains leaders qui malheureusement sont décédés aujourd'hui, qui avaient des positions très tranchées par rapport à ça. Moi, je crois que, je sais que c'est difficile, mais je pense qu'il faut trouver une façon de prendre position dans le système. Puis la façon de prendre position dans le système, c'est de s'impliquer. Et je veux pas nécessairement dire que faut aller à l'encontre de ce qui existe actuellement. Mais je pense que si on veut changer les choses, mais il faut le changer de l'intérieur. Puis c'est de proposer des choses à l'intérieur pour que ça puisse être reflété au niveau de nos communautés. Nous continuons avec notre émission récapitulative après cette courte pause. Soyez là.
bienvenue à notre émission récapitulative de nos diffusions en direct pré- et post-débat des chefs en français qui a eu lieu mercredi dernier. Nous savions que l'environnement serait un des sujets où les leaders fédéraux n'auraient pas le choix d'aborder les enjeux autochtones. Mais dans la campagne électorale, il y a eu un manque de promesses à ce sujet. On écoute les pensées de nos commentateurs avant le débat des chefs. Pour nous, pour toutes les Premières Nations au Canada, je pense que la foresterie, c'est quelque chose, c'est un enjeu qui nous touche vraiment. Ça touche un peu moins les élections fédérales. On parle plus de province à ce moment-là. Mais tout ce qui touche à l'eau, la forêt, la faune, je pense que c'est des sujets qui ont toujours été importants pour les Premières Nations. Mais vous avez raison quand vous dites que l'enjeu de l'environnement a été évacué. Puis c'est un peu parce que j'ai l'impression que, tu sais, Premières Nations, non autochtones également. On est en mode gestion de crise, en mode survie. On a un individu qui s'est invité un peu dans les élections fédérales. C'était pas une invitation voulue, hein? Oui, c'est ça. Et il vient un peu influencer. Là. On veut trouver des façons de sauver l'économie. Puis je pense pour les Premières Nations, les gens se rendent de plus en plus compte que, tu sais, pour avoir des nations fortes autochtones, on a besoin quand même du pays qui soit en bonne posture, des provinces qui soient en bonne posture, mais les provinces et le pays également ont besoin des Premières Nations qui sont en bonne posture. Je pense qu'on est interreliés à ce niveau-là. On fait partie du même écosystème. Maintenant, là, on vient de comprendre qu'il faut travailler ensemble pour justement assurer un avenir prospère là, pour le pays, pendant qu'actuellement, on est en quelque sorte sous attaque économique. Là. Je pense qu'aussi, beaucoup d'Allochtones commencent à comprendre que la foresterie, c'est pas juste les arbres, c'est le caribou qui vient avec, c'est la condition climatique qui vient avec. La Nation Crie vient de faire une déclaration importante sur le changement climatique, où est-ce que c'est un plan d'action de 10 ans. Fait que pour vous aussi, vous voyez ça comme un manque peut-être des leaders fédéraux. Bien, exactement. Nous, ce qu'on voit dans notre région, c'est le déclin du caribou. Le caribou qui est une espèce baromètre. Donc, si le caribou ne va pas bien, ça veut dire que le territoire ne va pas bien. Donc, on le constate. Il y a aussi des questions il y a aussi des questions de transformer la matière dans d'autres provinces et nous, de devoir les racheter à coûts super élevés dans le Nord aussi. Donc, il y a ça aussi. Mais en général, je trouve que c'est quand même drôle parce que dans les dernières années, le Canada s'est joint à la communauté internationale. On a accepté des objectifs d'émissions de CO2. On s'est entendu. Donc, ces objectifs-là, qu'est-ce qu'on en fait avec des slogans comme « Drill, baby, drill », qu'est-ce qu'on en fait avec la relance de certains de ressources énergétiques. Moi, c'est ce que j'aimerais, j'espère qu'on va l'entendre ce soir au débat. Et justement, lors du débat, les chefs ont parlé de la taxe de carbone, ils ont parlé de pétrole, du tramway et bien sûr, ils ont parlé de l'expansion des oléoducs. Voici notre discussion à ce sujet. Selon vous, quel genre d'entente faudrait-il pour que les Premières Nations envisagent soutenir cette initiative? On va commencer. On a entendu M. Poilievre le mentionner que les entreprises pourraient donner une partie de leur impôt directement aux Premières Nations. Je pense... Oui, ça peut être une des solutions, mais je pense que les gens doivent aller chercher une acceptabilité sociale. Puis pour cela, les promoteurs, les grandes entreprises doivent s'asseoir avec les Premières Nations, doivent aller signer des ententes de type ERA, des ententes qui apportent des avantages aux communautés, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau de contrats directs ou indirects, que ce soit au niveau de la formation, mais également de dividendes ou de redevances sur ce qui est exploité sur le territoire. Je pense que c'est à travers ce genre d'entente-là qu'on peut chercher une acceptabilité sociale, voyons, de la part de la population. Mais également, il y a une option qui peut être envisagée. Ça, c'est en plus, on ne peut pas passer à côté de l'acceptabilité sociale. Mais les communautés et les grandes entreprises peuvent faire du partenariat économique également. D'être des partenaires, justement, dans les entreprises, donner une place, que ce soit au niveau de l'actionnariat, que ce soit au niveau des décisions, que ce soit au niveau vraiment là,
de l'aspect 51-49, souvent qu'on entend, là, créer des entreprises autochtones. Je pense que c'est à ce niveau-là que les communautés peuvent travailler, les entreprises peuvent travailler avec les communautés là, à travers le Canada. Mais aussi, il y a la tu sais, je veux dire, en tant que jeune autochtone aussi, il y a toute la question de est-ce qu'on continue à supporter puis à essayer de participer à un système qui n'est pas durable. Je veux dire, on ne peut pas continuer à consommer autant d'énergie qu'on le fait. On ne peut pas continuer. Je veux dire, puis c'est un peu la position dans laquelle ma génération allait. Est-ce qu'on continue à jouer les cartes du capitalisme, de l'impérialisme ou d'extraction des ressources, ou est-ce qu'on impose notre souveraineté sur ces questions-là? Puis Poilievre a dit que les Québécois voulaient, maintenant, vous voulez qu'un oléoduc passe. Puis on l'a vu dans le cas d'Énergie Est. S'il y a bien une cause qui a uni Québécois et Premières Nations, c'était le non à Énergie Est. Puis on va regarder le clip. Oui. On le regarde. Monsieur Poilievre, s'il y a des groupes comme des nations autochtones ou des provinces qui refusent, vous faites quoi? Okay, en même temps qu'il y a d'autres qui sont pour. Je vais vous donner un exemple. M. Carney s'est opposé au pipeline dans l'Ouest qui aurait nous permis de vendre notre pétrole en Asie, à Northern Gateway. Il y avait 80 des Premières Nations qui étaient en faveur. Il y avait 20 contre. Dans ce cas, je pense qu'il faut favoriser la majorité et aussi permettre aux entreprises de payer une partie de leurs impôts directement aux Premières Nations pour combattre la pauvreté avec l'industrie et la production. C'est ça le gros bon sens. Est-ce que vous seriez prêt à aller imposer briser les droits des personnes? Jamais imposé. C'est injuste. Puis-je répondre? Jamais imposé. Jamais imposé, c'est que Carney a dit. Disons que le prochain gouvernement fédéral, Maïté, n'arrive pas à convaincre les Premières Nations d'appuyer leur plan de développement de ressources. Qu'est-ce que vous pensez qui serait la chose à faire pour eux? Comme qui dit, on n'imposera pas. Est-ce que tu les crois? Je pense que le Canada nous a prouvé à de maintes reprises à travers l'histoire que... puis même le Canada est un pays du G7 parce qu'ils sont en violation de leurs traités signés avec les Premières Nations à tous les jours et extractent nos ressources massivement et nous redonnent presque rien en redevance. Donc je pense qu'il faut garder ça en tête aussi, mais c'est important de se rappeler que les Autochtones ont utilisé le territoire ici, ont changé le territoire, ont extrait des ressources depuis des milliers d'années et n'ont jamais causé la catastrophe environnementale qu'on connaît, du moins dans ma région, depuis les 50 dernières années. Mais il faut dire que peut-être que aussi les conditions climatiques du temps, le globe entier n'aide pas à notre situation de climat, n'aide pas à notre situation de pollution, n'aide pas à notre situation. Fait qu'il y a certainement de ces enjeux-là qui jouent dans nos plates-bandes, comme on pourrait dire. Mais sur le point que vous venez de faire, si le gouvernement décide quand même d'y aller et de le faire, est-ce qu'on croit que notre voix est assez forte maintenant en 2025? Bien, on va être criminalisé comme ils le font à chaque fois. Puis, tu sais, je veux dire, il y a déjà des mesures en place. On le voit à chaque fois que des Autochtones protestent dans la rue, sur les voies de chemin de fer. Exactement. Puis donc ces personnes-là sont criminalisées, sont fichées même par les services secrets canadiens. Donc fallait qu'ils abordent le sujet, mais on l'a pas fait très bien ce soir. Non, je pense que ça n'a pas été. On est considéré en deuxième rang. Hein? On parle. Carney a dit qu'il allait travailler avec les provinces, travailler avec les communautés autochtones, les nations autochtones, pour faire arriver un projet. Maintenant, la question, c'est comment il va consulter. Je pense que tranquillement, il y a des critères qui se sont développés au niveau de la Cour suprême. Et dernièrement, dans une décision là, qui concerne les déchets nucléaires, là, qui a été entamée par une des communautés. On a supporté Québec, par contre, Poilievre.
Comment? Poilievre a supporté Québec. Oui, mais tu sais, c'est encore là, quand tu es dans l'opposition, on prend des positions intéressantes pour les Premières Nations. Au retour de cette courte pause, un dernier moment fort de notre diffusion spéciale pré- et post-débat des chefs fédéraux, celui-ci portant sur la réconciliation, les pensionnats et le génocide. Soyez là. Bienvenue à notre émission récapitulative de nos diffusions en direct pré- et post-débat des chefs en français qui a eu lieu mercredi dernier. En studio avec nous était le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, ainsi que la chroniqueuse CRI, Maïté Labrec-Saganache. Un sujet qui était vraisemblablement absent de la courte campagne électorale était la réconciliation. Voici ce que nos invités avaient à dire pré-débat à propos de l'idée que la réconciliation semble perdre sa place au niveau politique. Grand chef Awashish, que pensez-vous du fait que l'idée de réconciliation semble perdre sa place au niveau politique en ce moment? Ben, moi, ce que j'ai entendu, là, ça a été mentionné par M. Carney, oui. Que lui, les valeurs libérales, les réconciliations faisaient partie des valeurs libérales. Oui, juste dans les 2-3 derniers jours, là, ça... Oui. Il y a eu un débat également en Abitibi, puisque le candidat conservateur a parlé de réconciliation conséquence. Je pense qu'il s'est trompé un peu, mais c'est super intéressant de constater ces choses-là. Les gens peut-être ne connaissent pas réellement c'est quoi la vérité et réconciliation. Je veux dire vérité conséquence, c'était le mot utilisé. Ben oui. L'expression utilisée. Donc, c'était un jeu de société. Oui, c'est ça, mais c'est un peu farfelu. Mais c'est vrai. Mais en même temps, je pense que on parle de réconciliation. Les gens, les Canadiens, les Québécois, monsieur et madame tout le monde, n'ont pas nécessairement la compréhension de qu'est-ce qu'on veut dire réconciliation. Est-ce qu'on fait juste s'excuser parce que les gens ont passé à travers les 60 Scoops ou bien non à travers les pensionnats, les différentes politiques en lien avec les pensionnats? C'est ça la réconciliation. Je pense que la réconciliation, c'est beaucoup plus que ça. C'est le partenariat, c'est de devenir des alliés, c'est de devenir des gens, des collaborateurs, que ce soit au niveau du développement des ressources naturelles, que ce soit au niveau de la protection de nos ressources naturelles, protection de nos frontières, protection du pays. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on a besoin de nous amener. On n'a pas encore ce sentiment-là d'appartenance. On a de la misère de dire qu'on est Canadien, on n'est pas capable de dire qu'on est Québécois encore. C'est parce qu'on ne nous a pas amenés à avoir ce sentiment d'appartenance-là. Mais secrètement, puis qu'est-ce qui est drôle également, c'est que en discutant avec certains chefs, on s'est rendu compte que secrètement, quand le Canada gagnait au hockey contre les États-Unis, on était contents. On était contents. On ne disait pas fort, mais on était contents. On ne sait pas sur quel pied danser, mais on veut faire partie de la solution, mais encore là, les gouvernements ne nous donnent pas toute la marge de manœuvre pour faire partie de la game, je vais dire ça comme ça. Dans une question sur l'aide internationale, les leaders ont abordé le terme génocide. Cette interaction a fait réagir Maïté Labrec-Saganache. Voici ce moment fort de notre discussion. Monsieur Carney, pourquoi vous ne appelez les choses comme elles sont? C'est un génocide. Et les gens en Israël doivent avoir la paix et la sécurité. Les gens en Palestine doivent avoir la paix et la sécurité. Mais ce qui se passe, c'est un génocide contre les gens en Palestine. Monsieur pourquoi Carney, vous n'appelez pas ça? La situation en Gaza, au Moyen-Orient, est horrible. Mais je n'utilise jamais ce mot et de politiser la situation là. Donc, bien sûr, on ne parlait pas directement de causes autochtones, mais on a utilisé le mot génocide. On a dit que c'était un mot politique. Tu n'as pas vraiment aimé ce petit entretien-là? Moi, j'aimerais bien voir Mark Carney s'adresser à la Cour internationale de justice et leur dire que les termes qu'ils ont définis pour définir la situation à Gaza en ce moment et le génocide envers les Palestiniens, c'est politisé, comme si la Cour internationale de justice faisait une job de com, en fait, avec des buzzwords. Moi, je trouve ça inacceptable. On le voit ici, même au Canada, on en parlait avant le débat, avec les pensionnats autochtones, du fait que ici, la Commission Vérité et Réconciliation ne pouvait pas utiliser le terme génocide, point. Donc, on avait des choses, on entendait qu'il y a des génocide culturel, mais la Convention sur la prévention du génocide de l'ONU
décrit c'est quoi un acte un génocide, puis un transfert d'enfants massif d'un groupe à un autre forcé, c'est un génocide, point. Donc, c'est comme, il faut dire les vraies choses. Puis, mais ce que j'ai trouvé surprenant aussi, c'est qu'on parlait de réconciliation et une des grosses histoires qui était sortie, c'est que son père avait été professeur dans une école, dans un pensionnat résidentiel, justement, et il s'est excusé, il a dit, tu sais, je ne suis pas mon père, je ne peux pas parler de ses actions, puis c'était sincère. Mais après disant quelque chose comme ça, est-ce que ça vient effacer un peu ce qu'il pense que s'est passé? Moi, je pense que si les partis ici adhèrent à des slogans comme « Chaque enfant compte »,« Every child matter », ça devrait aussi s'appliquer aux enfants en Palestine. Moi, je pense que je veux dire, on ne peut pas choisir un et ignorer l'autre. C'est pour ça que je trouve ça un peu décevant de sa part. Mais c'est une voix qui est très forte dans les communautés autochtones en général. On y pense beaucoup. Je pense que Jack Mincing, c'est le seul qui a pris vraiment position par rapport à ça, de bien être responsable de ses propos. Carney, je pense qu'il s'est exprimé un peu de façon croche. Ce qu'il voulait probablement dire, c'est que c'est un mot qui est beaucoup influencé par la géopolitique, par des intérêts économiques, et c'est difficile d'utiliser ce mot-là sans avoir des conséquences là, au niveau géopolitique. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il voulait se positionner. Mais ici, ça a mal passé. Ici au Canada, c'est encore un débat. Autant pour le racisme systémique, qui est un mot qu'on ne veut pas dire ouvertement. En conclusion, y avait-il un gagnant à ce débat? Je pense que la personne qui s'est amusée le plus dans le débat ce soir, c'est M. Blanchette. Il maîtrise très bien le français. Il connaît beaucoup ses dossiers. Ça fait longtemps c'est un politicien depuis longue date. Donc, je pense qu'il sait très bien comment jouer avec les émotions des Québécois. Mais apporter des points aussi sur le pouvoir des provinces, de renier ce bloc homogène du Canada que Poilievre et Carney essaient d'avancer aussi durant cette campagne-là, d'unifier les Canadiens derrière des objectifs. Puis, mais on s'entend qu'ils ne gagnent pas. On s'entend qu'ils ne gagnent pas. Ils gagnent pas, mais il a gagné probablement des votes. Puis exactement, sur l'environnement aussi, a dit que oui, c'est bien beau extraire des ressources, mais corriger les conséquences des changements climatiques, ça coûte extrêmement cher aux familles canadiennes. Puis on peut pas faire... Il faut avancer un plan énergétique. On ne peut pas juste extraire. Bien, le ministère de l'Environnement, c'est une cause qui le tenait à cœur beaucoup de toute façon. Mais si on regarde là, ensemble... débat. Il y a eu beaucoup de sujets spécifiques, mais le gros, qu'est-ce qui guide là, présentement les élections, c'est le fait américain, c'est le fait Trump. Puis je pense à ce niveau-là, il y a une personne qui connaît beaucoup l'économie parmi les quatre. Je pense qu'il y a beaucoup de contacts à ce niveau-là. Il connaît un peu comment ça fonctionne, tout le transfert de capitaux, le mouvement des capitaux, la géopolitique à ce niveau-là. Je pense, moi, il me rassure plus que les autres à ce niveau-là. C'est pour cette raison qu'il y a eu un gain de points, mais quand même considérable, M. Carney. C'est ce qui conclut notre émission spéciale récapitulative de nos diffusions en direct pré- et post-débat des chefs fédéraux en français. Je m'appelle Kim Sullivan. Encore une fois, merci au grand chef Constant Awashish et Maïté Labrecque-Saganache de s'être joints à la discussion dans nos studios mercredi dernier, à notre journaliste Havana Craig qui était sur les lieux et merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons que cette émission vous a apporté des clés de compréhension utiles en vue des élections. N'oubliez pas que le lundi 28 avril, ce sera jour de vote. Je serai à Ottawa avec notre équipe d'APTN National News pour vous faire vivre la soirée en direct de la fermeture du scrutin à l'annonce du prochain premier ministre du Canada. Entre-temps, nous serons de retour ici avec notre programmation normale vendredi prochain. Joyeuse Pâques, Nakourmik.